Le collectif Mines d'uranium se bat pour la décontamination des sites contaminés par les déchets radioactifs d'extraction d'uranium afin de réduire l'impact de l'exploitation de l'uranium sur la santé de la population. Le collectif s'est réuni pendant 3 jours pour réaliser des mesures et débattre sur le sujet. Comme ici, une analyse montrant les niveaux élevés de radioactivité sur un chemin à Gétigné. 180, 170 chocs, parce qu'on a rajouté sur la terre naturelle, on a rajouté du goudron. Et le goudron fait un peu barrière. C'est pour ça qu'au milieu de la route, je me retrouve à 180 chocs. Je vais avancer dans le chemin et vous allez voir, le son est proportionnel au rayonnement que l'appareil reçoit. Voilà, c'est rapide, hein. 2900, 3500 chocs, 3600, 3700. Tout d'abord, pour bien comprendre, il faut savoir qu'il y a différentes couches de minerais. Ce qu'on appelle déchets miniers, qui sont inéductables quand il y a eu l'exploitation d'une mine d'uranium. Les déchets miniers sont composés en gros en 2 parties, en 2 grosses partie. Ce qu'on appelle le stérile à tort, parce que ce sont des roches qui ne sont pas suffisamment chargées en uranium pour être exploitées. Et puis après, il y a les roches qui sont très chargées en uranium et qui font l'objet de l'exploitation dans une usine pour extraire l'uranium de ces roches. C'est-à-dire qu'elles sont broyées, attaquées à l'acide et elles produisent un produit final qui est l'uranium, c'est-à-dire le yellow cake, et après des résidus d'extraction du minerai, qui sont très radiotoxiques, notamment très chargés en radium 228. Après, il reste ces fameux stériles. Donc les premiers, donc, en fait, sont utilisés pour créer de l'énergie. Voilà, c'est ça. Les minerais les plus chargés avec le plus gros indice d'uranium sont utilisés pour extraire l'uranium. Mais on prend l'uranium, mais après, dans le déchet, il reste beaucoup d'autres corps qui ne servent à rien, notamment le radium, qui est très radiotoxique, et d'autres corps, thorium 230, etc. Il y a toute une chaîne radioactive après ça. Alors après, il reste ces fameux stériles, ce qu'on appelle stériles. Qui ne sont pas stériles. Qui ne sont pas stériles à 100%. Ils ne sont pas assez intéressants pour être exploités, pour en retirer de l'uranium. Et autour des sites miniers, ces stériles ont été redistribués à la demande de particuliers, de collectivités locales, de la DDE, pour faire des remblais, refaire des chemins, des routes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces fameux stériles, il reste encore quelques parties de minerais très actives et qui sont disséminées autour dans cette masse. Et quand ces stériles sont réemployés pour faire des chemins, des plateformes, etc., on trouve très facilement des parties de certains minéraux qui sont très, très actifs. Oui, c'est-à-dire c'est ce qu'on peut appeler un peu les patates chaudes, qui sont à un endroit bien précis parce que justement ils n'ont pas été détectés au moment de la réhabilitation. C'est-à-dire que quand la mine est exploitée, les camions passent sous des portiques. Voilà. La teneur en uranium est bonne, ça part à l'usine. La teneur en uranium n'est pas bonne, ça va en stérile. Mais la façon dont c'est détecté et la grosseur des camions font qu'il y a des morceaux de minerai qui sont noyés au milieu du camion qui ne sont pas vus par le portique. Et ces morceaux de minerai sont des fois très très radioactifs, et c'est ceux-là qui se retrouvent après dans les chemins, dans les diverses utilisations qui sont faites. Et notamment à proximité des habitations personnelles. Bien sûr, puisque le Cogema Areva à l'époque distribuait facilement ces matériaux qui étaient gratuits, c'est-à-dire qu'il n'y avait que le transport à apporter, à payer. Donc c'était une aubaine pour beaucoup de gens, pour faire des soubassements de maisons, remplir des chemins, pour la DDE, voire faire des carrefours, des soubassements de routes, etc. Il y a eu une utilisation très large autour des sites miniers. Et il y a plusieurs dizaines de kilomètres. C'est pas uniquement autour.
Et donc les conséquences de tout ça? Les conséquences de tout ça, c'est qu'on retrouve ces remblais radioactifs sous des maisons qui ont servi à réhabiliter des plateformes, etc. Et comme il y a beaucoup d'uranium et tous les descendants du radium dedans, ça produit un gaz radioactif qui s'appelle le radon. Alors quand le radon est à l'air libre en extérieur, il se dilue facilement dans l'air, mais quand il est sous la dalle d'une maison, le radon va s'accumuler dans la maison et va provoquer un problème sanitaire important pour les occupants de la maison. Alors pour savoir s'il y a du radon chez soi, il y a on peut trouver des petits dispositifs qui sont des petits films qui mesurent le radon à l'intérieur d'une habitation et c'est très facile à mettre en œuvre. Alors pour terminer, au niveau de la radioactivité, que risque-t-on si on est à proximité, mais je dirais un temps quand même relativement prolongé, d'une zone radioactive? Alors les effets de la radioactivité dans ces cas-là sont de deux ordres. Il y a quand on est sur des matériaux radioactifs, on va subir une irradiation qui peut endommager certains de nos organes, notamment aussi de notre ADN. Et quand on est exposé dans les maisons avec du radon, là on peut développer des cancers du poumon parce que le radon s'inhale. Voilà. Donc c'est des pathologies qui sont très lourdes. Alors, quels sont les différents niveaux de danger? Comment est-ce que vous calculez? Vous avez une méthode de mesure? Comment ça se passe? Au niveau du radon, l'OMS préconise dans une habitation de ne pas dépasser 100 becquerels de radon par mètre cube d'air. En France, on applique pour les ERP, c'est-à-dire les établissements recevant du public, un seuil de 400 becquerels par mètre cube d'air. C'est-à-dire qu'au-delà, on doit faire des travaux. On doit être automatiquement en dessous de 400 becquerels par mètre cube d'air. Voilà. Ça, c'est un truc qui est appliqué uniquement dans les ERP. Mais ce n'est pas appliqué dans la maison de Monsieur Tout-le-Monde, hélas. Et au niveau radioactivité? Alors au niveau radioactivité, après vous avez donc la radioactivité qui va émaner de ces fameux stériles et de ces parties de stériles qui sont très irradiantes, qui vont vous passer à travers le corps et endommager certains organes. Et quand vous êtes aussi à certains endroits, il y a la double peine, c'est-à-dire que vous allez être irradié par les matériaux radioactifs, et de deux, vous allez être irradié aussi de façon interne parce que vous allez respirer du radon. Et donc là, les niveaux? Pour mesurer, les niveaux établis autour des sites miniers, et d'ailleurs qui sont partout, c'est ce qu'on appelle la dose ajoutée, parce que partout en France, on subit une dose naturelle, alors qui est plus importante dans les endroits granitiques, puisqu'il y a toujours un peu d'uranium dans le granit. Elle est très variable. Et après, au niveau santé, on ne doit pas dépasser 1 millisievert par an de dose rajoutée. À la zone où on habite. À la zone où on habite. Voilà. Et par rapport aux stériles miniers que Areva a constaté sur des zones d'habitation, des fois sur des quartiers, sur des hameaux très grands, eux considèrent pour décontaminer l'endroit, c'est-à-dire enlever ces matériaux, ils considèrent que de 0 à, toujours en parlant de la dose ajoutée, de 0 à 0,3 millisievert par an, il n'y a pas d'intervention. De 0,3 à 0,6 millisievert par an, il y a discussion, à savoir si l'endroit est fréquenté ou pas. Il y a plein de... Voilà, on peut discuter. Et au-delà de 0,6 millisievert par an de dose rajoutée, ils doivent intervenir. D'accord. Alors, pardon, allez-y. Mais ça, ces chiffres-là, cette fourchette de chiffres, c'est Areva qui les a établis. C'est-à-dire que c'est le pollueur qui les a établis. Donc pas vraiment de valeur?
C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu savoir sur quels critères vraiment ils les avaient établis. La façon, enfin, le peu qu'on a vu sur les zones, c'est qu'ils font une moyenne. Alors vous pouvez avoir des endroits très chauds dans une zone, des endroits beaucoup moins chauds, beaucoup moins actifs. Et quand vous moyennez tout ça, vous pouvez les faire descendre très facilement en dessous de 0,6. Et c'est toujours Areva qui fait ces mesures, voilà, tout seul. Il n'y a pas de contre-mesure. Il n'y a pas de contre-mesure. Un collectif créé il y a 4 ans de 15 associations se bat pour la décontamination des sites radioactifs. Alors moi je suis présidente du collectif Bois Noir qui se situe dans le département de la Loire, où il y avait un grand site minier qui a fonctionné de 1955 à 1980, pendant 25 ans. Et pendant 25 ans, il y a eu un gros développement économique. Malheureusement, on se retrouve avec des gros soucis de pollution, de contamination au niveau des dispersions des stériles et des pollutions aquatiques, du milieu aquatique en aval. Donc là, c'est pour ça qu'il y a une association locale qui se défend et qui a rencontré d'autres associations qui ont les mêmes problèmes en France et au Niger, avec un lien. Le lien qui nous relie, en fait, c'est la CRIRAD, puisque c'est un laboratoire indépendant qui permet de faire des expertises et qui nous permet de nous défendre par rapport face à Areva, qui ne reconnaît pas les contaminations, les pollutions et les ennuis qui nous arrivent autour des mines d'uranium. Alors d'après vous, quelles sont les obligations d'Areva ? Les obligations d'Areva, ça devrait être le principe pollueur-payeur, puisque autrefois donc le CEA, le ministériel de l'énergie atomique, la COGEMA, ont exploité les mines d'uranium sans se soucier en fait des conséquences sur l'environnement et sur la santé des gens, puisqu'il y a des répercussions dans le milieu des riverains. Quelles répercussions justement ? Voilà, donc les stériles miniers, c'est la première chose qui a été mise en évidence et qui a permis de montrer que les stériles se trouvaient donc chez les gens. Et le stérile n'est pas un mot approprié, puisqu'en fait ce sont des matériaux qui sont encore très riches en radioactivité et qui ne devraient pas être à proximité des maisons ou sur les chemins ou dans les cours de ferme ou les plateformes de scierie, comme on a vu dans notre région. Chaque association qui a des problèmes autour des mines d'uranium a fait du travail localement. Et en fait, après, il y a eu en 2011 une rencontre de plusieurs personnes d'associations différentes et qui ont parlé de leurs problèmes, ce qui a donné l'idée de contacter les autres associations qui travaillaient aussi avec la CRIRAD pour se regrouper, se rencontrer. Donc on a commencé en 2012, une première fois, avec aussi une association qui venait du Niger, la CRIRAD avait été contactée aussi pour le Niger. Donc c'est la 4e fois que nous nous rencontrons et nous avons demandé à l'autorité de sûreté nucléaire de venir pour une réunion avec nous pour voir ce que l'autorité de sûreté nucléaire pouvait faire en tant que gendarme sur la radioactivité. Et en fait, l'ASN peut émettre des recommandations et donne des textes où il y a des recommandations, mais ces recommandations ne sont pas validées par des circulaires administratives officielles. C'est pour ça que nous avons demandé un rendez-vous au ministère de l'Environnement au mois de février avec les services du ministère, donc il y avait 2 services du ministère, plus des personnes de l'autorité de sûreté nucléaire qui ont permis autour de la table de mettre nos revendications qui concernent donc la dispersion des stériles et la demande de récupération des stériles miniers au maximum, pas simplement des taux radioactivité qui sont en priorité, mais d'aller plus loin, et aussi tous les problèmes environnementaux liés aux pollutions des eaux. Alors, suite à ce rendez-vous, le ministère de l'Environnement a demandé, essaye de voir si on peut obtenir les cartographies qui ont permis à Areva de faire l'inventaire que nous avons actuellement.
Et en même temps, nous continuons de demander le maximum et on a un deuxième rendez-vous technique avec cette fois Areva autour de la table, donc un rendez-vous qui est prévu en principe pour début juillet. Donc on attend ce rendez-vous pour continuer d'obtenir nos revendications au niveau national avec toutes les autres associations du collectif Mines d'Uranium. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Rien, pas grand-chose, quoi. Pour le moment, ils essayent savoir si officiellement on peut avoir ces cartographies. A priori, il y a des réglementations qui sont en cours pour certains départements déjà où on a obtenu un abaissement du taux de radioactivité pour les décisions d'assainissement des zones connues au niveau de réutilisation des matériaux contaminés. Donc c'est un petit pas. Après, il faut continuer parce que ce sera plusieurs petits pas qui feront avancer les choses, mais ça va pas vite. Enfin, ça va pas assez vite à notre goût en tout cas. Après analyse par le collectif de 2 sites, l'un à Haute-Jante à Gétigné, la seconde à la Boissonnautière, il s'avère que le niveau de radioactivité est dépassé de 10 fois le seuil maximal. Le collectif demande à Areva d'intervenir. Les obligations d'Areva, d'après la circulaire Borloo de 2009, sont l'obligation, après les mesures héliportées, de nettoyer les zones qui sont reconnues comme ayant contenu, avec une présence de stériles radioactives. Alors revenons un petit peu à ces mesures héliportage. Oui. Comment ça s'est effectué par Areva ? Ça s'est effectué, nous n'avons pas été témoins, nous n'avons pas été consultés, donc Areva a déterminé les zones qui étaient censées contenir des stériles. Nous n'avons constaté les choses que début de l'année 2014, lors de la sortie des registres de Areva. Alors, est-ce que cette étude a été vraiment précise ? On ne sait pas tout à fait parce qu'il y a un certain nombre de communes qui ne sont pas prises en considération, un certain nombre de lieux qui ne sont pas pris en considération. Areva nous a dit l'autre jour dans une réunion publique chez des collègues à Piriac qu'il lui fallait avoir l'autorisation des communes, ce qu'il n'avait pas forcément obtenu. Moi j'ai des doutes très importants. J'ai à peu près la certitude qu'un certain nombre de sites n'ont pas été mesurés, puisque étant une habitante locale, j'ai connaissance qu'un certain nombre d'agriculteurs, notamment, ont reçu des stériles par tracteur ou camion en provenance de chez Cogema pour remblayer leur sous-sol de stériles, leur sol de stériles. Il y a eu également des maisons qui ont été remblayées avec des stériles. J'ai eu connaissance il n'y a pas longtemps d'une maison qui a été remblayée avec 40 camions de stériles. C'était le temps où Cogema donnait ces stériles et les personnes ne payaient que le transport. Et pour décontaminer tout ça, que faut-il faire ? L'idéal au niveau de l'émission de la radioactivité, ça serait bien sûr de tout démolir, mais ça c'est quasiment impossible. Donc il faut proposer aux personnes qui sont propriétaires de ces lieux contenant des stériles radioactifs, il faut leur proposer des moyens de protection de leur santé. C'est-à-dire que si les mesures de radon ne sont pas trop fortes, que le soit proposé l'installation de ventilation double flux, que leur maison soit aérée le plus souvent possible, etc. Dans le cas de contamination beaucoup plus forte, à ce moment-là, il faut prendre des mesures plus radicales. Et je crois aussi que l'étude a été faite par une moyenne et non par des points très précis. Oui, il existe un certain nombre de lieux où, par exemple, on peut avoir un lieu précis où la contamination sera relativement acceptable, un lieu intermédiaire, puis un lieu où sera présent des stériles qui sont beaucoup plus chargés. Areva a appliqué le principe de la dilution en faisant des moyennes des différents lieux mesurés sur une aire géographique. Et plus l'aire géographique est importante, plus la moyenne baisse. Oui, je n'accuse pas Areva d'avoir appliqué le principe de dilution de façon systématique, mais il y a des fiches précises où il y a un questionnement à se poser, c'est-à-dire que de zones à décontaminer, ces zones deviennent des zones à discuter, c'est-à-dire pour être nettoyées. Il y a beaucoup de zones contaminées en France ?
Je ne peux pas vous répondre, on peut le supposer. Je peux supposer que c'est un chantier gigantesque. Et à votre avis, est-ce qu'il faut-il informer le public? Il y a obligation d'informer le public, parce qu'il faut que les personnes prennent des décisions en toute conscience et connaissance. Suite à l'étude héliportée réalisée par Areva, 400 fiches sont consultables sur le site de la DRIL des Pays de la Loire, en attente de la rencontre prévue en juillet prochain.